ont circulé et qui circulent encore. Il y a même eu certains ou certaines qui ont postulé. Mais alors André, ce Premier ministre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien écoutez, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Effectivement, on peut se poser la question. Donc, comme vous avez dit, Marie, effectivement, cela fait 50 jours que Monsieur Attal, Gabriel de son prénom, a démissionné, donc très exactement le 16 juillet. Bien, mais comme vous le savez, il expédie, comme son gouvernement, les affaires courantes. Et les affaires courantes, c'est des ventes d'armes, c'est le budget, etc. Alors, déjà, il y a quelque chose de magnifique, c'est-à-dire ils ont démissionné, mais ce sont eux qui font la politique de la nation, puisque il y a personne d'autre. Donc déjà, c'est très 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 intéressant. Autre chose absolument surréaliste, c'est les noms qui sont lancés. Vous voyez, c'est véritablement, je vais vous dire, en tout cas, c'est beaucoup plus perfectionné que l'élection du pape au Vatican. Au Vatican, les évêques, les archevêques votent, et puis il y a une fumée blanche, habemus papam. Et là, on se dit, mais quand habemus premier ministram ? On ne sait pas, parce que personne ne peut voter, il y a un super archevêque qui décide, c'est l'archevêque Emmanuel Macron, le seul qui décide. Donc, on fait défiler les noms. Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet, Xavier Bertrand, éventuellement David Lisnard, et puis il y a ceux, quand même, il faut en parler, qui se proposent eux-mêmes. Et oui, on en a parlé hier, Marie, vous vous rappelez, auditeur Sud Radio, vous vous rappelez, on en a parlé. C'est quand même un bon poste, c'est intéressant, chauffeur à vie, garde du corps à vie, enfin bon, tout ça est intéressant, et puis voilà, mais on ne sait pas encore parce qu'il n'y a plus de majorité, et dès qu'il y a un nom qui paraît, on voit très 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 bien, rappelez-vous, on dit, si c'est elle ou si c'est lui, on censure. Disent le RN, ou disent LFI, ou disent ceci. Rappelez-vous l'épisode Lucie Casté, qui, ça y est, la gauche a gagné, c'est nous qu'on veut le Premier ministre, et c'est nous qu'on le choisit. Et le RN disait, mais comment, c'est nous qu'on a eu le maximum d'électeurs, de votants, donc c'est nous qui choisissons, etc., etc. Et puis il y a ceux, il faut se dire, et c'est très très beau, parce que ces poétiques-là, qui se présentent eux-mêmes, voilà, qui font don de leur père, qui sont prêts à faire le don de leur personne à la France. Par exemple, Ségolène Royal. Écoutez, Ségolène Royal. Écoutez, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron a déjà choisi son Premier ministre et teste sur un nom qu'il a déjà choisi, soit il n'a pas encore choisi, et je suis disponible pour le rencontrer. Même si c'est pas moi qui suis choisi, parce que c'est toujours intéressant quand même de faire un dialogue, d'apporter un certain... Oui, et puis un point de vue. Eh oui, un point de vue, c'est vrai, Ségolène, c'est vrai, voilà. Ils sont tous prêts, ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce bruit, on cherche un Premier ministre. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes politologue, vous êtes maître de conférence à Paris 2. Et dites-moi, cette situation, est-ce qu'elle est inédite ? Je parle au politologue que vous êtes. Est-ce qu'elle est inédite en France ou elle a déjà existé ? Je parle sur la durée et la longueur d'un Premier ministre ou d'un gouvernement à nommer. Alors du point de vue de la longueur, on a un record qui a été battu en 1962 plutôt, parce qu'à l'époque, vous savez que vous avez un gouvernement Pompidou qui est renversé par l'Assemblée. Que fait le général de Gaulle ? Il dissout l'Assemblée nationale et il refuse la démission de Pompidou, sauf qu'il n'a pas juridiquement le droit de refuser cette démission. Donc ça va durer pendant 62 jours. Mais de Gaulle sait déjà qu'il va renommer Pompidou derrière, donc on n'a pas cette attente. C'est uniquement, je dirais, une question des affaires courantes au sens juridique. Ouais. Donc, en effet, cette aussi longue attente en vue de nommer un Premier ministre ou un cinquième ou un président du Conseil sous les républiques précédentes, c'est depuis 1875 assez inédit. Ah oui, 1875, oui, c'est quand même intéressant. Et alors justement, Benjamin Morel, moi, ce qui m'a frappé dans cela, c'est que de toute façon, les affaires courantes sont expédiées. De toute façon, effectivement, la France continue de tourner, plus ou moins bien, plus ou moins efficacement, plus ou moins mal, mais elle tourne. Est-ce que à votre avis, sans faire des spéculations psychologiques quand même, est-ce que cette situation peut encore durer, pourquoi pas une semaine, 2 semaines, voire jusqu'à Pâques et la Trinité ? Alors, juridiquement, ça peut durer. Juridiquement, on peut toujours avoir une expédition des affaires courantes, étant donné que l'expédition des affaires courantes, sa définition est extensive. Autrement dit, plus ça dure longtemps,
Il y a des choses qu'on peut faire pour des raisons d'urgence, de continuité de la vie de la nation. Et donc, on peut avoir un gouvernement de quasi plein exercice si vous faites durer ça de vitam aeternam. C'est pas souhaitable, mais juridiquement, c'est pas forcément un problème. Politiquement, ça l'est un peu plus. Et ça l'est également budgétairement. Pourquoi ? Parce que si vous laissez encore traîner le truc, ça veut dire que vous savez qu'on doit déposer un budget le 1er octobre. Si jamais vous nommez un gouvernement l'avant-veille du 1er octobre, il n'aura pas le temps de modifier ce budget. Donc il portera un budget, l'ADN de sa politique, qu'il n'a pas préparé. Si jamais vous le nommez après, ça veut dire que vous avez un gouvernement qui devra assumer un budget qu'il n'a pas du tout préparé et qui peut mener potentiellement à sa censure. Donc pour cette raison-là, il faut qu'on ait un gouvernement assez rapidement, qu'on voit s'il subit l'épreuve du fait, autrement dit s'il peut tenir une motion de censure, en espérant ensuite rentrer dans la période budgétaire de manière, si ce n'est sereine, en tout cas un peu moins folle. Mais c'est intéressant, Benjamin Morel, parce que si on vous écoute, effectivement, il y a un paradoxe étincelant. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire, écoutez, juridiquement, on peut continuer comme ça, préparer le budget, etc., puisque on voit très 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 bien que de son point de vue, Macron est, je dirais, à l'insu de son plein gré, aidé par l'absence de majorité parlementaire, puisque tous les jours, ce qu'on entend, on voit quelqu'un qui arrive et tel ou tel groupe parlementaire dit « Ah, mais si c'est lui, on vote la censure. Et si c'est lui, on vote la censure. » On a l'impression que ce petit jeu, je ne sais pas, on va pas faire de prédiction, va durer ou pas, mais enfin, c'est un petit jeu qui arrange un certain nombre de personnes, dont peut-être le président de la République. Peut-être, mais à moyen terme, ça peut devenir un vrai problème. Parce que, encore une fois, le gouvernement tel qu'il soit, va faire assez peu de choses en fait pendant 8 mois. C'est-à-dire qu'il va... il doit faire le budget, vous le dites vous-même, Benjamin Morel. C'est-à-dire, il ne va pas faire grand-chose, sauf le budget. Le budget, c'est le nerf de la guerre. Or, il faut bien comprendre que quand on s'amuse en sciences politiques à classer les groupes politiques entre la majorité et l'opposition, le critère qu'on retient, c'est le budget. Un groupe de la majorité vote le budget. Un groupe de l'opposition ne vote pas le budget. Qui sera la majorité d'un futur gouvernement ? Si jamais vous faites un ensemble trop fragile, si vous n'avez pas de gouvernement, si le truc est instable, ça veut dire que votre budget ne passe pas. Or, le budget, derrière, il y a le traitement des fonctionnaires, le fonctionnement des services publics, le prélèvement des impôts. Si on pourrait s'en passer, sauf qu'ensuite, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, etc. Ce qui est quand même un petit peu problématique. Donc, pour cette raison-là, on va avoir besoin d'un budget, on va avoir surtout besoin d'une majorité pour le voter. Cette majorité-là, aujourd'hui, n'existe pas. Mais c'est-à-dire, si je vous comprends bien, ok, il choisit un gouvernement, mais ce gouvernement peut être aussi renversé dans un mois, dans un an. Enfin, je veux dire, il peut aussi, puisqu'il n'y a pas de majorité stable, c'est un gouvernement qui va être instable. Je ne dis pas une chambre ingouvernable, mais un gouvernement par essence instable. Alors ça peut en effet être un gouvernement très instable. Je veux dire, il ne faut pas se figurer forcément une stabilité gouvernementale comme on a pu la connaître ces dernières décennies depuis 1962. En fait, on peut avoir un gouvernement technique, d'union nationale qui tient tant de le budget, parce qu'encore une fois, impératif. Et ensuite, on peut avoir des expériences plus politiques à partir de la fin de l'hiver et du début du printemps. On peut avoir des variations et on peut avoir des essais également. Admettons que Emmanuel Macron veuille nommer, hypothèse d'aujourd'hui, Xavier Bertrand. Eh bien, c'en était une autre. Ça tombe au bout de 2 jours, parce que le RN vote la motion de censure. Derrière, on peut avoir un autre gouvernement nommé, et jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement relativement stable pour porter le budget, on peut avoir un jeu d'essais-erreurs. On aurait dû avoir, en fait, un jeu d'essais et d'erreurs dès le mois de juillet. C'est-à-dire que c'est qu'on a perdu du temps. C'est pas un hasard si dans ce pays on fait des élections au printemps. Si on les fait au printemps, c'est pour que le gouvernement qui tient ait le temps de préparer le budget. Donc on aurait dû jouer à ça début juillet. Maintenant, il est un peu tard parce que réellement, et on y revient, le tic-tac budgétaire, il commence à passer dans le rouge. L'épée de Damoclès. Mais comme vous dites, effectivement, on est dans une situation tout à fait, je ne dirais pas inédite complètement, mais presque. On a l'impression quelque part, et quand on voit, vous savez, le jeu des candidatures, etc., est-ce qu'il n'y a pas quand même un parfum 4ème République dans ce qui se passe en ce moment ? Alors ça ressemble beaucoup à la 4ème République. Vous savez, la 4ème République, on dit beaucoup, la Constitution n'allait pas. La Constitution de la 4ème République, c'est une Constitution très classique des régimes parlementaires d'après-guerre. Vous trouvez peu ou prou les mêmes choses en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Le problème de la 4ème République, il est beaucoup plus politique.
À partir de 1947, on ne peut plus s'allier avec les communistes. Ils pèsent à l'époque jusqu'à 30% des voix. Exact. À partir de 1946, on ne peut plus s'allier avec les gaullistes. Or, les gaullistes pèsent 15% des voix. Donc, vous gouvernez sur une minorité de votre hémicycle. Aujourd'hui, on fait la même chose. Ouais. On dit, on ne gouverne pas avec le RN, on ne gouverne pas avec l'AFI. Sur principe, pourquoi pas, hein, c'est pas une question de principe. Seulement, dès lors, la seule majorité qui tient, si vous excluez et le RN et l'AFI, c'est une majorité qui va arithmétiquement, hein, c'est des maths, d'Europe Écologie Les Verts à LR. Et donc, entre Europe Écologie Les Verts et LR, il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus. Vous comprenez bien que de telles majorités, ce sont des majorités très fragiles. Donc, si on a quelque chose qui tient demain, c'est parce que des socialistes et des écologistes auront, à leurs dépens, parce que lors d'une prochaine législative, ils le paieront très cher, auront le pont avec LFI, ou bien que le RN s'abstiendra de voter les motions de censure, mais s'il le fait, il ne le fera pas gratuitement, il posera ses conditions, et même si on s'en gardera, si on dira c'est pas vrai, etc., c'est la définition d'un soutien sans participation. Donc autrement dit, le gouvernement tiendra grâce au soutien du Rassemblement national. Oui, c'est vraiment très intéressant par rapport effectivement aux effets et aux causes perverses. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un parti majoritaire, c'est Emmanuel Macron. C'est lui le majoritaire. Enfin, je veux dire, pas constitutionnellement. Et on a l'impression, si vous voulez, vous savez, c'est la phrase de Lichtenberg, un couteau sans lame auquel il manque le manche. On a l'impression que le pouvoir législatif, après tout, gouvernement, détermine et conduit, vous savez mieux que moi, la politique de la nation. Et là, aujourd'hui, on a presque l'impression, honnêtement, d'une lutte de fantômes. Alors, c'est pas ça, on le sait, mais quand même, ça traduit quand même un état. Benjamin Morel, je ne sais pas si vous le sentez, quand même d'une certaine décomposition, d'une décomposition certaine. Ça traduit en effet un tâtonnement dans une situation politique compliquée, et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire une décomposition de la vie politique bien plus que des institutions, même s'il y a des trucs à changer du point de vue des institutions. Mais notre problème actuellement n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème politique, c'est un problème à deux endroits. Le premier, on l'a évoqué, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux forces très polarisées, mais en même temps quasi majoritaires à L2, avec lesquelles on ne peut pas gouverner. Et de l'autre côté, vous avez un président de la République qui veut garder la main. Le problème, c'est qu'en tentant de garder la main, il rend encore plus difficile la possibilité de construire une majorité qu'aurait fait un président allemand, un roi des Belges, un roi d'Espagne. Il n'aurait pas dit ce que fait Emmanuel Macron dans sa lettre du 10 juillet. Alors, pas la FI, pas le RN. Donc, votre coalition a forcément deux, LV et LR. Et c'est moi qui vais choisir le Premier ministre, un Premier ministre qui devrait vous plaire. Non, en fait, qu'aurait fait un roi des Belges ou un président allemand? Il aurait demandé à Lucie Questé, trouvez-moi 289 députés. Si vous trouvez 289 députés, je vous donne Premier ministre. Ça dure 15 jours. Au bout de 15 jours, il ne les a pas trouvés. Il va voir Bernard Cazeneuve, il lui demande la même chose. Si ça n'a pas marché, il passe à Xavier Bertrand. Ça n'a pas marché, il passe à un autre jusqu'à ce que quelqu'un lui ramène 289 députés avec un nombre. Et là, il le nomme. Là, en se faisant le négociateur en chef, alors qu'il est porteur d'un bilan, ce qui n'est pas le cas d'un président allemand ou italien, qu'il est le chef officieux, même si contesté, d'un parti politique, Renaissance, eh bien, il participe à l'enlisement de la situation. Et forcément, le problème du gouvernement demain, c'est qu'il sera responsable devant le Parlement et que son vrai patron, ce sera le Parlement. On reste le patron du gouvernement. Et ce patron est divisé, amputé et boxe avec avec un bras en écharpe. Dernière chose, petit point, Benjamin Morel, c'est le moment que choisit Édouard Philippe pour annoncer sa candidature à la présidentielle avec moins de 3 ans à l'avance, quoi. Oui, avec des mots qui sont très similaires à ceux de Pompidou en 1969. Ouais. Donc, il y a un petit côté du no good là, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de forcer le destin, considérant que peut-être ça ne pourrait pas tenir pendant encore 3 ans. Voilà. C'est très discutable. Je doute qu'Emmanuel Macron ait très envie de démissionner. Et pour des raisons constitutionnelles sur lesquelles on peut revenir, la destitution n'est très clairement pas à l'ordre du jour, même si elle sera peut-être discutée après la proposition de l'AFI, mais ça n'arrivera pas. Ce sont les ambitions qui sont là. Merci Benjamin Morel. Merci. Merci à vous.